ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, on va parler de fertilité au regard de la phytothérapie clinique, c'est-à-dire de la médecine par les plantes avec le docteur Marie Coupleux. Marie, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes docteur en pharmacie et vous avez ensuite poursuivi une formation en naturopathie aromathérapie à l'université de Paris 13. Vous êtes formé en endobiogénique et la phytothérapie clinique. Vous alternez entre une pratique de traitement des patients en cabinet et la pratique en tant que pharmacienne en officine spécialisée homéopathie et préparation magistrale à Paris. Vous êtes enfin chargée de cours en phytothérapie et aromathérapie dans plusieurs universités, également formatrice au sein de l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative. Quel parcours! Merci Gilles, oui, effectivement. J'en ai eu pour un petit moment. Donc aujourd'hui, on va parler de conception, de fertilité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour rentrer en matière à ce sujet? Eh bien, je pense qu'on pourrait parler de la femme, de s'intéresser à la place de la femme, mais pas que, et dire que la femme, ça va être une clé pour ce sujet-là. C'est évidemment un élément central puisque on peut dire que la grossesse lui appartient. On sait que la fécondation a lieu dans son corps, l'implantation aussi, puis après le développement donc de l'embryon, du fœtus et du bébé s'effectue dans l'utérus de la mère. Et qu'elle va avoir la grande joie et la grande opportunité de pouvoir donner la vie et que c'est une des plus belles fonctionnalités, je pense, de l'organisme. C'est clair. Donc ça, c'est une clé, mais c'est pas la seule. Une fonctionnalité qui a quand même beaucoup d'incidences métaboliques de par ailleurs. Hormonale, énorme. Mais que la femme ne peut pas concevoir un enfant toute seule et qu'on va remettre quand même l'homme à sa juste place et à sa juste valeur parce qu'il est parfois minoré quand on parle du sujet de la conception et de la fertilité et que l'homme est la deuxième clé et qu'on a besoin en fait des spermatozoïdes du monsieur pour pouvoir faire un enfant et que la fertilité c'est un peu comme une serrure avec une double entrée. Absolument. Il y a deux clés, la femme et l'homme, et il va falloir que les clés elles rentrent en même temps dans la serrure et qu'elles tournent en même temps pour pouvoir avoir la joie d'accueillir un bébé. Ça veut dire aussi que madame doit avoir un rendement métabolique et une santé assez optimum et que monsieur aussi. Oui. Parce qu'autrement, en fait, le couplage entre monsieur et madame peut donner des dégâts, enfin créer des dégâts et faire des catastrophes. Ouais, des dissonances. Donc il faut effectivement. Alors c'est sûr que quand on parle conception et que la grossesse s'effectue au sein du corps de la femme, on a beaucoup la femme qui est mise en avant. Mais il faut pas oublier que l'homme, en fait, au niveau de sa santé et de la formation des spermatozoïdes, donc ce qu'on appelle la gamétogénèse, eh bien c'est hyper important. Et il faut aussi qu'il ait un fonctionnement hormonal optimal. Il faut qu'il ait une nutrition optimale. Et puis il y a toute la psyché de chacun qui doit aussi être en adéquation quand on a envie de créer un enfant. C'est ça, parce que monsieur emmène quand même sa génétique. Exactement. Donc si sa génétique est un peu houleuse, il emmène de même sa petite tempête à l'intérieur du corps de madame, et la fabrication de l'enfant à venir va être complètement dépendant et de la génétique de monsieur et de la génétique de madame. Tout à fait, et on sait bien que on voit des fragmentations sur l'ADN des spermatozoïdes qui va être responsable de problèmes d'implantation et surtout possibilité de fausses couches à répétition. Alors, quand une femme fait une fausse couche, elle se sent malheureusement en général responsable. Ouais. Elle porte le poids en fait de l'échec de la grossesse parce que dans la grande majorité des cas, c'est vécu comme un échec de ne pas être capable de donner la vie. Mais il faut savoir que parfois, effectivement, ça peut être lié à des problématiques purement maternelles, de FSH, de LH, d'œstrogène, progestérone, et que parfois, c'est juste la partie, je dirais, masculine de fragmentation d'ADN qui fait que les divisions cellulaires vont pas se faire correctement et que du coup, l'œuf ne pourra pas se développer. C'est ça, donc on est déjà dans la biologie, mais avant d'attaquer la biologie, on pourrait parler du couple quand même, en fait, de l'entente de monsieur-madame au sein du couple qui va être déterminant pour la mise en fonction de l'enfant à venir. Tout à fait. Il faut bien comprendre que voilà, un enfant, c'est pas juste un homme, une femme, c'est aussi un couple, donc un binôme, un duo, qui a décidé d'un commun accord, parce qu'ils s'aiment, d'aller vers une nouvelle aventure qui est de fonctionner à 3 ou à 4 ou à 5 en fonction de où on en est dans la famille, et que parfois, le désir d'avoir un enfant n'est pas le même chez l'homme et chez la femme. Alors ça peut être conscient, mais on le dit pas. C'est-à-dire que là, il y en a un des deux qui est pas tout à fait prêt.
Alors pourquoi ? Parce que c'est pas la bonne période. Il y en a un qui a sa carrière à faire passer en avant. Et puis des fois c'est beaucoup plus insidieux. On peut dire on a envie d'un enfant, mais on a des peurs qu'on n'a pas identifiées. La peur de devenir père, la peur de perdre sa liberté, la peur de pas être une bonne maman. Et puis après on a tous les traumas qu'on a pu vivre, conscients ou inconscients, qu'on a mis en sommeil. Toute la partie, tout ce qu'on rejoue dans un couple, tout ce qu'on a vécu avec Absolument. nos parents. Et on peut aller même plus loin, tout ce qui est le transgénérationnel, donc tout ce qui va être nos grands-parents, nos aïeux, Absolument. et pour lesquels on n'a pas forcément la clé ou conscience de la problématique. Alors ça, c'est un point extrêmement important parce que on parle souvent du désir conscient d'avoir un enfant, on s'entend bien avec son partenaire et on veut mettre en avant la famille, donc faire un enfant. Mais il y a beaucoup de couples qui n'y arrivent pas, alors que leurs examens biologiques sont impeccables. Monsieur a des examens biologiques parfaits, madame a des examens biologiques parfaits, et pour autant, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc ça pourrait être expliqué également par de grosses parties inconscientes derrière ce que vous venez d'évoquer, tant psychologique que transgénérationnel, c'est ça ? Oui, tout à fait. On sait qu'à peu près, il y a 25% des cas d'infertilité pour lesquels on ne trouvera aucune cause médicale. C'est-à-dire que monsieur a des spermatozoïdes, madame a des ovules. Ils sont en forme. Ils sont en forme, voilà. Ils ont une intimité, parce que c'est pareil, il faut avoir une intimité. Voilà, c'est quand même l'élément clé. Et pour autant, ça vient pas. Il y a également des problèmes biologiques qui sont dus à la contraception, qui modifient le terrain, si je puis dire. Oui, on sait que pour qu'il y ait fécondation, eh bien, il faut effectivement que donc déjà les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules soient formés de façon performante. Donc il faut que toutes les imprégnations hormonales, FSH, LH, hypophysaire fonctionnent correctement, qu'on ait des bons taux d'œstrogène et de progestérone chez la femme, avec une bonne temporalité. En fait, le cycle féminin est très subtil. Il est simple et compliqué, mais il faut avoir les bonnes hormones au bon moment pour avoir les bonnes connectiques, qu'on passe de la FSH à la LH et qu'on ait les bons taux. Et puis après, on peut aussi avoir une fécondation, une implantation, et puis ça tient pas et on va pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que la femme pense qu'elle n'est pas enceinte parce qu'elle va avoir ses règles, mais en fait, c'est juste que la puissance des ovaires qui doit, à un moment donné, produire x2, x3, x4 le taux d'hormones, va pas suivre. Bien sûr. Et la question qui se pose, c'est pourquoi les ovaires ne suivent pas ? Exactement. J'entendais aussi dans la contraception, évidemment, l'arrêt de la contraception, qui, de fait, est évidente puisque on arrête un contraceptif, la pilule, etc., ou le stérilet. Mais pour autant, derrière, ce n'est pas à relancer. C'est ce que je vous-entendais. Oui, alors ça dépend en fait effectivement du terrain de la femme. Il y a des femmes qui arrêtent la pilule et le mois suivant, pouf, c'est magnifique, c'est merveilleux, elles tombent enceintes. Et puis il y a des femmes pour lesquelles la pilule va provoquer en fait une espèce de somnolence ou de dormance avec en tout cas une hypophyse qui n'arrive pas à relancer, une espèce de paralysie en fait de l'hypophyse. Et on a parfois des cycles d'ailleurs qui redémarrent pas. Donc on voit des femmes qui vous disent ça fait 4 mois que j'ai pas de règles et je viens d'arrêter ma pilule. Et des femmes qui vont avoir des cycles soit irréguliers, soit des douleurs. Voilà. Donc, est-ce que il peut y avoir des cas pour lesquels ça ne se relance jamais à cause d'un contraceptif ? Alors, la question est judicieuse. Je pense pas parce que de toute façon, on va forcer l'organisme. Si une femme n'a pas de cycle qui redémarre, elle va consulter un médecin et on va lui donner de la progestérone pour faire redémarrer de façon, je dirais, assez drastique les cycles. Après, on peut avoir des cycles qui sont relancés et pour autant une fertilité qui n'est pas là. En fait, l'ovulation sera de mauvaise qualité ou ne sera pas là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles avec des cycles qui sont anovulatoires. Merci beaucoup, docteur Marie Coupleux. Pour l'instant, nous allons retrouver la chronique du docteur Jean-Christophe Charrier, expert en phytothérapie clinique. À tout de suite. Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. Bonjour Gilles Goncalves, bonjour à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors je vous propose 2 plantes pour lutter contre les champignons, contre les mycoses. Et donc on va utiliser la bistorte et une qui est beaucoup plus connue qui est le thym. Alors les petits noms latins. Le bistorte, c'est Polygonum bistorte. Voilà, c'est un polygonum. C'est bistordu ça quand même. C'est bistordu, oui. C'est une plante qui a une grande action décongestionnante du pelvis, donc de tout le bassin, le petit bassin, et qui permet de réguler toutes les pathologies inflammatoires à ce niveau-là, et qui en plus a des propriétés propres antimycosiques. Donc elle va nous servir en irrigation vaginale
lorsqu'il y a des mycoses vaginales après la prise d'antibiotiques. En local. En local. Une infusion qu'on fera assez concentrée. Donc moi j'aime bien mettre une cuillère à soupe pour un bol et on laisse infuser plus de 20 minutes. On filtre, on attend que ça refroidisse bien évidemment et on utilisera une poire vaginale que vous trouverez chez le pharmacien et à défaut une pipette comme une pipette d'homéopathie et on se met en chien de fusil et on vient faire une irrigation du vagin avec cette plante-là. Est-ce qu'on peut l'ingérer également ? On peut l'ingérer en tisane également ou en teinture mère pour compléter l'action parce que les champignons qui viennent au niveau de l'appareil génital proviennent de notre tube digestif. Donc on n'arrivera jamais à les détruire. Hein. On est dans un écosystème qui a un certain équilibre, mais si ce champignon se manifeste, c'est qu'on a déséquilibre de cet écosystème et effectivement il faut toujours compléter par une prise en tisane pour réguler toute cette flore, tout ce microbiote digestif. Ouais, d'accord, voie externe, voie interne, c'est ce que vous recommandez ? Voilà, les deux associés. Et donc si on est sur un cas un peu rebelle et résistant, chez les gens qui ont été beaucoup sous l'usage d'antibiotiques par exemple, j'aime bien soit en alternance, soit en même temps utiliser le thym, donc Thymus vulgaris. Merci. Voilà. Vous savez que j'adore les petits noms latins. Le thym de cuisine qu'on a. D'ailleurs, achetez votre thym de cuisine plutôt chez le pharmacien herboriste, vous avez une meilleure qualité et un thym qui est sûr non traité puisqu'il est de qualité pharmaceutique. Et donc ce thym-là, de la même façon, vous allez mettre une cuillère à soupe pour un bol et vous pouvez mélanger dans le même bol les deux plantes. Hein. Ce qui est important, c'est le temps d'infusion et on filtre et on utilise en poire d'irrigation et on peut utiliser bien sûr en tisane à boire. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier. On vous retrouve tous les dimanches pendant notre chronique chez Sud Radio dans La Santé Demain et également sur votre site institut-endobiogénie.fr. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, La Santé Demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Marie Coupleux, nous étions en train de parler de fertilité. Nous avons évoqué énormément de choses qui empêchaient cette fertilité. Quelles seraient les solutions ? Alors, quand on se retrouve face à des couples qui sont donc en infertilité, la fertilité, ça veut dire que soit on a une grossesse mais qu'elle avorte avant, c'est-à-dire qu'on a des fausses couches ou un arrêt de grossesse spontané, soit on peut aussi ne rien avoir. C'est-à-dire on passe 1 an avec des rapports sexuels non protégés, mais on n'a pas de grossesse qui se profile à l'horizon. Eh bien, on va pouvoir chercher effectivement des aides. Une des premières, je pense, c'est l'alimentation. Hippocrate a dit que ton alimentation soit ton premier médicament. Je pense qu'il faut bien le garder en tête. Et que toutes les carences micronutritionnelles peuvent avoir une grande influence sur les problèmes de fertilité. Parce qu'on peut même arrondir que ce que tu absorbes soit ton médicament. Ça veut dire que même si on a une bonne soi-disant nutrition, si on ne l'absorbe pas correctement, le résultat sera assez délétère. Tout à fait. Et ça, c'est le pendant de la micronutrition où on fait on comble en fait des carences, ce qui est très bien, mais il faut être sûr que derrière, au niveau intestinal, on puisse avoir la bonne absorption. Et oui, donc ça demande quand même un examen assez poussé et pas seulement juste se dire je mange ce qu'il faut. Oui, alors déjà ça passe aussi par comprendre qu'il faut mastiquer, la première chose, expliquer aux gens qu'on a des dents, que c'est fait pour mastiquer. Voilà, qu'on a une flore intestinale et donc il faut s'intéresser aussi à comment fonctionne son intestin, comment est notre transit, est-ce qu'il est régulier, pas régulier, est-ce qu'on est en diarrhée, pas en diarrhée. Et ça c'est important parce que je crois qu'on ne porte pas le poids de l'incidence des nutriments dans le cas de la fertilité en se concentrant juste sur les zones urogénitales en fin de compte. Tout à fait. Parfois, on a une vision très cloisonnée en disant c'est des hormones, c'est un ovule, un spermatozoïde, des œstrogènes, de la progestérone. Si c'était que ça, je pense qu'on aurait résolu tous les problèmes de fertilité et tous les couples seraient heureux. Mais c'est loin d'être le cas. Et effectivement, on peut pousser le raisonnement plus loin en se disant que pour qu'on ait des fonctionnements cellulaires optimaux, il faut des cofacteurs enzymatiques, il faut des vitamines, il faut des oligoéléments. Qui seraient lesquels, par exemple ? Alors, par exemple, une des vitamines les plus connues et qui est donnée en systématique, c'est la vitamine B9, donc l'acide folique. Alors, on sait que l'acide folique, elle améliore en fait la qualité d'ovulation, elle améliore les divisions cellulaires et en tout cas, elle prévient certaines malformations comme le fameux spina bifida. Donc, c'est un indispensable, le statut en vitamine B9. On sait que le zinc aussi est extrêmement important, notamment chez les hommes.
Et là, on voit que l'homme a aussi une place très importante. Pour la spermatogénèse, j'imagine. C'est ça, voilà, pour la spermatogénèse. Et on sait qu'il y a une très grande quantité de zinc qui est présente en plus dans le sperme masculin. Donc en fait, à chaque rapport sexuel, l'homme va perdre énormément de zinc. Donc il va falloir qu'il comble éventuellement cette carence-là. On sait aussi que les oméga 3 sont extrêmement importants avec une action multifocale. Ils agissent au niveau de tout ce qui est membrane, donc plasticité de la membrane des cellules. Donc ça permet d'avoir une meilleure transmission neuronale, donc pour tout ce qui est FSH, LH et hormonal. Mais aussi ça va améliorer la plasticité, donc la pénétration du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Il faut bien que le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Exactement. Voilà. Si ça se fait Techniquement, pas. oui, bien sûr. Si la membrane est trop rigide, ça se fait plus difficilement. Et là, on peut impliquer aussi le tabac. Donc on voit aussi, on a des polluants qui peuvent être responsables de l'infertilité. Donc on va aussi expliquer aux couples qu'il y a aussi une hygiène de vie à avoir. C'est vrai qu'on pourrait faire une parenthèse sur tous les perturbateurs endocriniens et toutes les substances en fait qui viennent nous oxyder et prendre la place, puisqu'elles ressemblent à nos hormones, de nos hormones. Exactement, donc ça c'est un grand problème de notre société. Et en plus ces perturbateurs endocriniens, ils vont consommer des oligoéléments qui sont indispensables à certains fonctionnements, à certains axes endocriniens, notamment je pense au sélénium, qui va chélater certains métaux lourds. Mais il faut savoir que le sélénium, il intervient au niveau de l'axe thyréotrope, donc de la thyroïde, pour permettre en fait le fonctionnement des enzymes qui permettent de transformer la T4, donc une hormone, en T3 qui est l'hormone active. Et la thyroïde, c'est un des grands axes qui est mis en avant quand on est enceinte, parce qu'il va falloir fournir de l'énergie pour toutes les multiplications cellulaires. Donc on sait, nous, en phytothérapie intégrative, qu'en plus juste de l'axe hormonal, gynéco, œstrogène, progestérone, il faut qu'on ait à la fois un axe corticotrope qui soit performant, parce qu'on est un phénomène adaptatif. Donc le cortisol. Voilà. Et une thyroïde qui va devoir fournir de l'énergie pour tout le développement embryonnaire à venir. Qui est souvent en panne chez beaucoup de femmes, malheureusement. Exactement, et on va pouvoir s'intéresser aussi au statut en iode, en sélénium, mais pas que. Et c'est deux axes qui sont très importants à soutenir quand on a un désir de grossesse. On peut parler aussi d'oxydation ? Oui. Alors, tous les problèmes de stress oxydatif ou d'oxydation qui vont en fait ralentir le fonctionnement cellulaire, on a besoin d'avoir des mitochondries qui soient optimales, on a besoin d'avoir de l'oxygène, et là on va avoir aussi toute la place des antioxydants. Bien sûr. Et on a en tout cas quelque chose qui qui peut être intéressant, c'est la vitamine C. Alors on la connaît beaucoup sur la fatigue, mais il faut pas oublier que la vitamine C, elle a un rôle antioxydant. Et d'autre part, la vitamine C, il y a deux organes dans l'organisme qui sont extrêmement riches en vitamine C, c'est le cerveau et la cortico-surrénale. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et la vitamine C va permettre d'améliorer le fonctionnement enzymatique de la cortico-surrénale. Et c'est très très important pour maintenir une grossesse. On a évoqué beaucoup de facteurs qui sont procréation et contre la procréation. Là, on va parler, si vous le voulez bien, que d'infertilité. Quels seraient les facteurs majeurs pour cette infertilité ? Les facteurs majeurs pour l'infertilité, on en a un, c'est l'âge. C'est sûr. On sait que, alors c'est un problème de société, c'est un changement de société. On sait que maintenant, là, beaucoup de couples en fait vont commencer à s'intéresser à la maternité à un âge un petit peu décalé par rapport à il y a 40 ou 50 ans. Donc on est plutôt sur 35-40 ans. Mais on sait aussi qu'à partir de ces âges-là, les imprégnations hormonales, les spermatogénèses se font moins bien. Et donc l'âge est un problème, est un facteur d'infertilité, avec un vieillissement des ovaires. Et c'est toujours difficile d'entendre ça quand on est une femme à 35 ans, d'entendre dire vous avez des ovaires vieillissants. Et en plus, ça dépend aussi beaucoup du terrain et de la génétique de la femme. Donc c'est pas pour toutes les femmes. Il y a des femmes à 35-40 qui vont tomber enceintes facilement, et puis d'autres qui auront beaucoup plus de problèmes. Oui, bien sûr. Peut-on aider aussi l'entité couple dans les cadres de l'infertilité ? Parce qu'on parle de monsieur, madame, mais le couple conjointement... Déjà, il faut qu'ils fassent les démarches à deux, c'est quand même mieux pour comprendre comment ça fonctionne. C'est important. On a toutes les démarches. Alors moi, j'aime bien ce que je dis psy, parce qu'en fait, il y a des choses qui se rejouent. Et on en a parlé en début d'émission, mais toutes les peurs que l'on peut avoir liées à son enfance, à ses traumas, la peur de pas être une bonne mère, la peur de faire revivre des choses à ses enfants. On a beau avoir un vrai désir de créer avec son conjoint, parfois ces peurs sont tellement profondes qu'elles vont en fait perturber les axes endocriniens. On sait que la peur va aller stimuler le système alpha-sympathique et poser des problèmes sur l'axe corticotrope, sur l'axe thyréotrope. Et comme tous les axes sont reliés, et bien évidemment que l'axe gonadotrope sera aussi impacté.
D'accord, donc il y a aussi le transgénérationnel, dont nous aurons l'occasion de parler avec monsieur Bruno Clavier, qui sera le prochain invité de notre émission La Santé Demain, et qui aura le plaisir de nous expliquer tous les problèmes qui peuvent y avoir liés au transgénérationnel, y compris dans la fertilité. Existe-t-il des plantes pour nous aider ? Alors, il y a des plantes qui peuvent aider, sachant qu'aucune plante n'est magique. Non, évidemment, puisque c'est toujours par rapport à la personne elle-même, au terrain et au bilan préétabli. Voilà, et puis au couple aussi, comment fonctionne la dynamique du couple. Exactement. Donc effectivement, il y a des plantes qui peuvent aider. Donc on a des plantes par exemple comme le cassis qui va permettre, en plus de la vitamine C, d'aller soutenir cette fameuse glande surrénalienne. On a le framboisier, les bourgeons de framboisier qui vont pouvoir aussi aider ce fameux axe gonadotrope chez la femme en améliorant le fonctionnement hypophysaire et le fonctionnement des ovaires. On a d'autres plantes un peu plus spécifiques, mais qui nécessitent quand même de bien avoir cerné le terrain de la patiente, de savoir est-ce qu'il faut donner un peu de sauge qui est œstrogénique ou un peu d'alchimie qui est plutôt progestative. C'est une possibilité, ce n'est pas la seule. Et on a tout ce qui va être soutien de la thyroïde, avec notamment l'avoine, qui est une grande plante en endobiogénie, on adore l'avoine, mais aussi la baie de goji. Et ça, la baie de goji, on l'oublie parfois, mais on peut aussi la proposer aux hommes parce qu'elle va aider en fait à la spermatogénèse. Elle est remplie d'antioxydants, qu'elle a vraiment des grandes propriétés. Merci, docteur Marie Coupleux. On vous retrouve sur iempi.fr. Et quant à nous, chers auditeurs, rendez-vous dimanche prochain à 15h30. Sud Radio, La Santé Demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.